Salut tout le monde et bienvenue dans votre chaîne Apprenons ensemble. J'ai choisi pour vous quelques histoires. Vous êtes prêts pour les écouter? Allons-y. Les étoiles de Patachou. S'il tombait une vieille étoile au fond du jardin, me dit Patachou, et serait à moi, tu me la donnerais. Volontiers, mais qu'en ferais-tu? Je la ramasserais. Tu te brûlerais. Ah, je viderais d'abord sur elle toute la carafe d'eau, et puis je la prendrais entre deux doigts, par l'une de ses cornes. Comment? Eh oui, comme une étoile de mer. Mais alors, mon pauvre Patachou, tu n'aurais dans la main qu'une étoile éteinte. Tu pourrais me la rallumer avec mon briquet? Est-ce que tu crois qu'un homme puisse rallumer les étoiles? Il vaut mieux ne pas tenter de les éteindre. L'autre soir, Patachou m'a demandé une étoile. Je lui ai dit que, peut-être, avec un filet à papillon qui aurait un très long manche, enfin, je lui ai promis que j'attraperais une étoile et que je la poserais sur le coin de son oreiller. 10 minutes après, il dormait doucement, mais au réveil, « L'étoile !» criait-il. « Où est l'étoile ?» « Ne vois-tu pas qu'il fait jour ?» Elle est repartie. Il fallait t'éveiller plus tôt. Elle était là, près de ta joue. Tu aurais pu la prendre dans ta main. Il m'a répondu, « La prochaine fois, tu la mettrais dans une boîte. Elle ne pourra plus s'en aller. » J'ai encore fait ce qu'il voulait. Nous avons une petite boîte. « Ne l'ouvre pas, lui dis-je, l'étoile s'échapperait. » Il tourne la boîte et la retourne. Elle ne pèse pas beaucoup, ton étoile. Mais il est très fier de son trésor. Il a dit en confidence à la vieille cuisinière, « Chut, j'ai une étoile. Gardez-la bien. Si j'ouvrais cette boîte, la nuit, ma chambre en serait tout éclairée. Mais il ne faut pas qu'on le sache. Si le bon Dieu s'apercevait qu'il lui manque une étoile, ce serait un beau tapage. » « Nous l'emporterons en vacances, m'a-t-il dit. Tu veux la mettre au bagage? Oh non, je la garderai dans le wagon, près de moi. Si le contrôleur savait que j'emporte une étoile, peut-être qu'on pourrait un peu ouvrir la boîte dans les tunnels. Maintenant, son étoile l'inquiète, si ce n'était pas une vraie étoile. Il a ouvert la boîte. Pas d'étoile. Il pleure. « Mais si, lui dis-je, je l'ai à peine vue, mais je l'ai vue. Elle a filé dès que tu as soulevé le couvercle. Tiens, regarde au-dessus du marronnier. Elle monte. » Il écarquille ses yeux, pleins d'espoir et de larmes. « Tu ne peux plus la voir, lui dis-je. Elle est trop loin. Regarde le ciel. Elle y sent toutes et nous n'apercevons aucune. Ah, s'il faisait nuit, je t'en attraperais une autre. » Je vous lis une deuxième histoire. Allons-y. La deuxième histoire s'appelle « Pourquoi l'âne a de longues oreilles ?» Quand Noé eut rassemblé les animaux devant l'arche, il se dit « Toutes ces bêtes vont sûrement se disputer et se mordre les oreilles. Il serait donc prudent de leur enlever les oreilles avant de les faire entrer dans l'arche. On les leur rendra à la sortie. » Il fit installer un vestiaire et donna l'ordre à son fils d'y ranger les oreilles au fur et à mesure que les bêtes se présentaient. Le premier fut le chameau, puis vint le cheval, puis la vache, puis le chien, puis le mouton, puis le chat, l'éléphant, le lapin et enfin l'âne. Et tous, comme Noé l'avait commandé, ôtèrent leurs oreilles et tous reçurent un numéro de vestiaire attaché à un cordon qu'ils passèrent autour du cou. Grâce à ces précautions, la paix régna dans l'arche pendant 40 jours
que dura le déluge. Le 41e jour, Noé dit aux animaux: « Voilà le beau temps revenu. Je vais vous rendre vos oreilles et vous pourrez retourner chez vous. » Alors, l'une après l'autre, toutes les bêtes passèrent au vestiaire et elles reçurent leurs oreilles en échange de leur numéro. Le chameau arriva à l'avant-dernier. Il ne restait plus que 2 paires d'oreilles, les siennes très grandes et celles de l'âne toutes petites. Mais avant que le bon chameau pût monter son numéro, l'âne lui passa entre les jambes et se mit à brailler. « Monsieur Noé, donnez-moi mes oreilles. C'est cette grande paire-là, je suis très pressé. » Le père Noé était si fatigué qu'il ne fit pas attention au faux numéro que lui remit l'âne sournois. « Tu me casses la tête, tiens, voilà ton bien. » Et Noé donna les superbes oreilles du chameau à l'âne, qui s'enfuit. Quand le chameau ouvrit enfin ses babines pour réclamer son dû, il n'y avait plus dans le vestiaire que les oreilles de l'âne, dont il dut se contenter. Et voilà pourquoi le chameau, qui est une bête de grande taille, a des oreilles si courtes, tandis que l'âne, qui est beaucoup plus petit, en a de si longues. Voici une 3e histoire qui s'appelle Pouf et le lapin. Ce jour-là, c'était l'après-midi. Il y avait sur la table de la cuisine, dans une grande casserole à large couvercle, un lapin. On l'avait mis à cuire avec des petits oignons, des champignons, du thym. Toute la cuisine en était embaumée. Ce lapin dans sa casserole refroidissait depuis le matin, car il était destiné au repas du soir. Le chat Pouf, sur un coin de la table, paraissait dormir profondément sans s'intéresser à cette casserole et à son contenu. Bonnette, la petite bonne, achevait de ranger la cuisine. Quand elle eut fini, elle alla dans sa chambre et Pouf resta tout seul avec le lapin. Oh, il ne fut pas longtemps à s'éveiller. Il s'approcha de la casserole, tourna autour en remuant ses moustaches, puis il souleva le couvercle avec sa tête et froute, le voilà dans la casserole. Et le couvercle retomba à peu près d'aplomb. Ce qui se passa alors dans cette casserole, je ne le sais pas, car naturellement, je n'y étais pas. Mais je sais ce qui arriva ensuite, puisque c'est Bonnette elle-même qui me l'a raconté. 2 heures après environ, Bonnette revint dans la cuisine, elle alluma le feu, puis elle prit la casserole et la posa sur le fourneau. Mais presque sitôt, voilà le couvercle qui bouge, se lève, se met debout, se renverse. Une bête enragée bondit hors de la casserole, traverse la pièce et sautant par la fenêtre, s'enfuit dans le jardin. Et Bonnette, voyant la casserole vide, se mit à crier « Le lapin s'est sauvé! Le lapin s'est sauvé !» Alors, de tous les coins de la maison, on accourt dans la cuisine, et 20 fois Bonnette recommence un récit. Elle avait posé la casserole sur le feu, et le lapin s'était sauvé dans le jardin. « Voyons, Bonnette, cela n'est pas croyable. »« Je ne le croirais pas non plus si on me le racontait, » répondait Bonnette. « Mais je l'ai vu avec mes yeux. » D'ailleurs, chacun pouvait voir que, dans la casserole, il n'y avait plus trace de lapin. On alla au jardin dans l'espoir d'y trouver le lapin, mais on n'y rencontra que ce paresseux de Pouf, étendu au soleil sur le petit mur de Monsieur l'endormi. Il regarda gentiment tout le monde avec ses yeux à demi fermés. Le lendemain, Bonnette, par-dessus le petit mur, raconta à Madame l'endormie l'histoire de ce lapin. Il a fallu courir acheter des beefsteaks, dit-elle, et avec ça,
notre pauvre est malade. Une indigestion? Demanda madame l'endormie. Une indigestion, riposta Benette. Oh, aurait-il pris une indigestion depuis hier? Cette pauvre bête n'a rien voulu manger. Très belle histoire. Une autre histoire? Allons-y. Cette histoire s'appelle Le lièvre et le serpent. Le lièvre se fait pari attraper un serpent avec un bâton. Il s'assied près d'une source et attend. Le serpent arriva pour se désaltérer à son tour. Dès qu'il le vit, le lièvre commença à marcher le long du bâton, en comptant ses pas et en criant de toutes ses forces. 2 pas, 3 pas, 4 pas, non, non, jamais. 5 pas, ce n'est pas chose possible en vérité. 6 pas, comment peut-on croire une chose pareille? 7 pas, non, non, non et non, il n'est pas assez grand pour ça. Le serpent s'arrêta tout surpris, se dressa tout droit sur sa queue, regarda le lièvre et l'appela. « Lièvre, que dis-tu? Mais que dis-tu donc? »« Oh, n'en parlons pas, il s'agit d'une chose tout à fait impossible. »« Mais quoi donc? »« Quelqu'un m'a raconté que vous étiez aussi long que le bâton que voici. Mais je sais bien que vous n'êtes pas aussi grand que ça. »« Tu plaisantes, lièvre, s'écria le serpent. Vraiment, tu plaisantes. » Et il se mit à ricaner et à ramper dans l'herbe autour du lièvre, tout en sifflant. « Je suis aussi long que le bâton, je suis aussi long que le bâton. » Mais le lièvre secoua ses 2 oreilles et dit « Non, en vérité, non, vous ne l'êtes pas. »« Ah, tu crois cela ?» dit le serpent furieux d'être pris pour un menteur. « Eh bien, je vais me mettre à côté de ce bâton et tu verras que je suis aussi grand que lui. » Et le serpent s'allongea tout contre le bâton. Notre malin lièvre fit un bond, attacha le serpent au bond. Un lien à la tête, un lien à la queue, un lien au milieu du corps, et il serra tant et si bien que le serpent ne put plus bouger. Et le lièvre gagna son pari. Une autre histoire, le canari et l'éléphant. Il y avait une fois un éléphant et un canari qui vivaient dans le même coin de la forêt. L'éléphant était très gros et très fort, le canari petit et astucieux. Chacun prétendait être le roi. Un jour, l'éléphant dit à l'autre « Voyons, j'ai pensé à une chose qui décidera une fois pour toutes qui de nous deux sera le maître. Celui de nous deux qui boira la plus grande quantité d'eau sera roi. » Le petit canari réfléchit et dit « Bon, mais il nous faut trouver de l'eau maintenant. » Et il montra le chemin. L'éléphant suivait pendant que le canari voltigeait en avant ou se perchait sur une branche pour attendre son compagnon. Dès que l'éléphant le rattrapait, le canari s'envolait et se posait de nouveau jusqu'à l'arrivée de l'autre. Après un long voyage, ils arrivèrent à la mer. La marée montait et le rusé canari dit à l'éléphant « Regarde, il y a beaucoup d'eau ici. Tu es le plus grand. C'est à toi de commencer. » L'éléphant mit sa trompe dans l'eau et but longuement. « Continue, disait le canari d'une voix encourageante. Je pourrais faire mieux encore. La marée montait et le rusé canari dit à l'éléphant. « Mais regarde l'autre, il y a beaucoup d'eau ici. Tu souffles dans l'eau. Plus grand. Regarde, c'est à toi de commencer. » L'éléphant buvait désespérément l'eau et but l'eau montait toujours. Continue, et le repoussait en arrière. Le canari d'une voix encourageante tomba, épuisé. Le canari attendit jusqu'au changement de marée.
Il descendait alors au bord de la mer. Il y plongea le bec, fit semblant de boire et attendit un peu. Il suivit ensuite l'eau qui se retirait et fit encore semblant de boire. Il attendit de nouveau et ainsi de suite jusqu'à ce que la marée se fût retirée. Il revint alors vers l'éléphant étonné et s'exclama « Tu vois tout ce que j'ai bu ?» Et le canari est toujours roi de cette forêt. Il est rusé, ce canari. Très belle histoire. Je vous raconte une autre histoire, et cette histoire s'appelle « Une rencontre inquiétante ». Madame Libert et sa fille Hélène, âgée de 8 ans, se rendaient dans une ville du Tchad. Elles se sont installées sur le plateau d'un camion avec leurs bagages. Derrière le camion, la piste disparaît sous des nuages de sable jaune. La chaleur est écrasante. Les arbres deviennent plus rares et leur feuillage plus léger. C'est la plaine du Tchad. Tout est plat. Hélène regarde de tous côtés, immobilise un instant son regard et s'écrie « Maman, qu'est-ce que c'est ?» La maman tourne la tête et aperçoit un obstacle sur la piste. Le camion approche. C'est un lion couché, la tête fièrement relevée. Il regarde venir le véhicule et ne bouge pas. Il faut s'arrêter à une dizaine de mètres. Madame Libert plaque sa fille sur les bagages, s'allonge vivement près d'elle, et le cœur serré d'angoisse, toutes deux attendent le regard rivé sur la bête. Les secondes passent et semblent des heures. Le chauffeur, les nerfs tendus, guette les réactions de la bête. Le lion se lève, s'étire, bâille, puis d'un air intéressé, secouant sa belle crinière fauve et se dirige vers le véhicule. Le chauffeur démarre aussitôt, le lion s'écarte, puis se met à courir à côté du camion. La jeune femme presse sa fille contre elle, celle-ci est agrippée au bagage et son sang bourdonne à ses oreilles. Enfin, le lion ralentit, s'arrête, regarde un moment, puis tourne le dos et s'en va d'une allure pleine de majesté. Maman, très pâle, riant et pleurant à la fois, serre très fort sa fille en l'embrassant sans arrêt. Hélène respire profondément. C'est méchant, le lion. Oh oui, bon, il était gentil quand même. Une autre histoire sur le lion. Cette fois-ci, l'histoire s'appelle « Le lion et le petit chien ». C'est une histoire vraie. Il y avait à Londres une ménagerie que l'on pouvait visiter soit en prenant un billet, soit en remettant au contrôle, au lieu de l'argent, des chiens ou des chats qui servaient de nourriture aux animaux. Un jour, un pauvre homme qui n'avait pas d'argent voulait voir les bêtes. Il attrapa un petit chien dans la rue et le porta dans la ménagerie. On le laissa entrer. On prit le petit chien, on le jeta dans la cage du lion pour qu'il en fît son repas. Le petit chien mit sa queue entre ses pattes et se blottit dans un coin. Le lion alla vers lui et le flaira un instant. Le petit chien s'était mis sur le dos, les pattes en l'air et agitait sa queue. Le lion le tâta de la patte et le remit debout. Le petit chien se redressa et fit le bond. Le lion le suivait des yeux, portant sa tête tantôt à droite, tantôt à gauche et ne le touchait pas. Le gardien de la ménagerie lui lança sa ration de viande. Le lion en déchira un morceau qu'il laissa pour le petit chien. Le soir, quand le lion se coucha pour dormir, le petit chien se coucha près de lui et mit sa tête sur sa patte. Depuis ce jour, le petit chien ne quitta pas la cage du lion. Le lion le laissait tranquille et quelquefois jouait avec lui. Un jour, un monsieur qui était venu voir
la ménagerie, déclara qu'il reconnaissait le petit chien. Ce chien était à lui, et le monsieur voulait le reprendre. Le directeur de la ménagerie accepta, mais quand on appela le petit chien pour le faire sortir de la cage, le lion se hérissa et se mit à rugir. Le lion et le petit chien vécurent une année entière dans la même cage. Un jour, le petit chien tomba malade et mourut. Le lion refusa alors de manger. Il ne cessait de flaire le petit chien. Il le touchait de sa patte, il le caressait. Quand il comprit que son compagnon était mort, il bondit, hérissa son poil, se frappa les flancs de sa queue, se jeta sur les barreaux. Sa fureur dura toute la journée. Il se précipitait de tous les côtés en rougissant. Vers le soir seulement, apaisé, il se coucha à côté du petit chien mort. Le gardien voulut enlever le cadavre, mais le lion ne laissait approcher personne. Le directeur pensa calmer le chagrin du lion en mettant dans la cage un autre petit chien vivant. Aussitôt, le lion le mit en pièces. Puis il prit le petit chien mort entre ses pattes. 5 jours durant, il resta couché en le tenant embrassé. Le 6e jour, le lion mourut. Triste histoire. Une dernière histoire qui s'appelle L'enfant et le chevreuil. Un après-midi d'hiver, François est allé au village. Il revient chez lui à travers la campagne couverte de neige. En hiver, le soir arrive brusquement. Le soleil rose s'est couché sur les collines de neige et les étoiles brillent bien dans le grand ciel glacé. L'enfant marche péniblement, ses pieds sans fatiguer. Il a froid, comme il voudrait être arrivé déjà. Ici, la route est moins fréquentée. La neige est plus épaisse. Il aperçoit quelque chose de noir au milieu du chemin et pense, tiens, un sac perdu par un traîneau. Il approche et voit que ce n'était pas un sac, mais un chien étendu dans la neige, inanimé. Oh, mais ce n'est pas un chien, c'est un chevreuil. Il croit d'abord que la petite bête est morte. Il s'approche d'elle, il voit qu'elle remue et qu'elle respire encore. Mon Dieu, un chevreuil vivant, pourra-t-on le sauver? Il le caresse, essaye de le réchauffer. De son haleine, il le soulève et l'emporte, serré dans ses bras, qu'il est lourd. Constamment, l'enfant glisse et tombe sur les genoux. Il appuie sa bouche contre le flanc du chevreuil et lui parle tout bas. « Mon petit, mon pauvre petit, non, tu ne mourras pas, je te mettrai près du feu, je te donnerai du lait, mon pauvre tout petit. » Il cogne doucement la porte du bout de son sabot, sa mère vient courir. « Mère, dit-il à mi-voix, tout essoufflé, mère, regarde ce que j'ai. »« Marie, crie la mère, viens donc voir, ton frère a retrouvé un chevreuil. » La pauvre bête fut déposée au milieu de la chambre, sur la terre battue. Elle restait immobile, les pattes repliées sous le corps, la tête basse, elle respirait avec peine. « Il va mourir, s'écria Marie. »« Non, dit la mère, il a soif. » Elle prit une casserole, y jeta une poignée de son, un peu de sel, et versa dessus de l'eau bouillante. Puis elle ajouta de l'eau froide et remua le mélange avec sa main. Marie plaça le récipient près de la tête du chevreuil. Il ne bougea pas. La mère alors le prit sous le ventre, le fit lever de force, l'enfourcha, et le tenant solidement entre ses genoux, lui enfonça le museau dans l'eau de son. Il se débattait, se retirait en éternuant. « Mère, mère, lâche-le, tu lui fais mal, crie François. Tu préférerais que je le laisse mourir de faim? Regarde, le voilà qui se réveille. » L'animal avait goûté le son chaude, grasse et salée. Il se léchait les lèvres, et lorsque la femme
desserra sans étreinte, le petit chevreuil, tombant à genoux, se mit à voir avec avidité. Il s'arrêtait à peine entre les gorgées pour reprendre sa respiration, souffler des bulles par le nez, avaler de travers, tousser dans la casserole et ne voulait pas s'interrompre. Lorsqu'il eut fini, il lécha encore le fond du récipient où le son était déposé, puis retomba, les yeux presque clos, épuisé par cet effort. Ils se tenaient maintenant tous trois à quelque distance pour ne pas l'effrayer. François voulait lui donner du pain. Non, dit la mère, pas avant demain. Il faut patienter avec une bête malade. C'est une femelle, dit Marie. Nous l'appelons Bella. On chassa la chevrette dans l'étable qui communiquait avec la chambre. Elle resta debout, tout au fond, immobile, la tête droite, sans inquiéter, de la brebis qui flairait avec surprise cette petite sœur sauvage. Maintenant, dit la mère, allons nous coucher. Elle a l'air mieux. Elle est bien au chaud. Elle vivra. Ah, dit Marie, je suis contente, mère. Quand les deux femmes furent endormies, François sortit de son lit. Il redescendit pieds nus, le cœur battant, l'échelle qui montait à son grenier. Je n'entends rien, songeait-il. Ma biche vit-elle encore? Il n'avait pas osé allumer la lampe. Une rouge lueur qui venait du feu éclairait un peu la chambre basse. Il ouvrit à tâtons le loquet de l'étable et dans la chaude obscurité, il aperçut deux paires d'yeux qui brillaient tout près l'une de l'autre. Vous l'avez deviné, c'était tout simplement la brebis et la chevreuil. Très belle histoire. Cette vidéo a pris fin. Si vous avez aimé les histoires, merci de liker la vidéo, de la partager. Si vous avez des remarques concernant cette vidéo, vous pouvez toujours nous les communiquer dans les commentaires. À une prochaine vidéo. À très bientôt.